Alors, on va faire cette remarque, et cette remarque, il faut noter. Il faut noter que lors de cette substitution qu'on va voir tout à l'heure dans le mécanisme, lors de cette substitution radicalaire des alcanes, on va passer par un intermédiaire. On va passer par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un carboradical. On va passer par l'intermédiaire d'un radical, d'où le nom de la substitution radicalaire. Donc on va passer par l'intermédiaire de type carboradical, parce que pour un carbone, vous savez bien qu'il peut exister sous forme d'un carboradical, il peut exister sous forme d'un carbocation et un carbanion. Lorsqu'il s'agit d'un carbocation, on parlera d'électrophile. Lorsqu'il s'agira d'un carbanion, on parlera de nucléophile. Et lorsqu'il s'agit d'un radical, on parlera d'un carboradical. Donc lors de cette réaction de substitution radicalaire, dont on va détailler le mécanisme tout à l'heure, on va passer par l'intermédiaire de type carboradical. Ensuite, donc on va passer par ce carboradical sans former le H point. Le H point, c'est le radical correspondant à l'hydrogène. Tout simplement pourquoi? Parce que donc on n'aura pas la formation de H point. On n'aura pas la formation, ce qu'on aura comme formation, on aura la formation d'un C point, d'un carboradical. Pas le H point, parce que pour le H point, tout simplement, dans les conditions dont on travaille, n'est pas stable. Le H point, ça n'existe pas. Dans ces conditions, il ne peut pas se former parce qu'il est très très instable. Donc notez s'il vous plaît, donc je répète, ce qui sera formé, c'est le C point, pas le H point, parce que ce H point, je répète, le point de vue stabilité n'est pas stable dans ces conditions. Ok? Donc voilà, et donc une fois cette remarque est notée, on va passer au mécanisme de la réaction. Parce que je répète, en chimie organique, donc on va le voir à partir d'aujourd'hui, pour chaque réaction, il y a un mécanisme. Pour chaque réaction, il y a un mécanisme. Et pour bien comprendre ces mécanismes, parce qu'on va commencer en S4, on va continuer en S5, on va continuer en S6, chaque réaction en chimie organique, il a un mécanisme qu'on appelle un mécanisme réactionnel. Et pour bien comprendre ces mécanismes réactionnels, je vous conseille d'aller bien maîtriser le chapitre des effets électroniques qu'on a fait en S3. Hein, l'année dernière, on a fait un chapitre sur les effets électroniques. Là, il faut le bien maîtriser. D'accord? Pour qu'on puisse justifier la formation des produits en proposant un mécanisme réactionnel. D'accord? Alors, l'équation de ce mécanisme, donc, pour cette réaction, il sera faite en trois étapes. D'accord? Donc, le mécanisme de la réaction de substitution radicalaire va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est une étape, ce qu'on appelle d'initiation. Hein? Initiation, ça veut dire on initie la réaction. C'est elle qui va permettre à la réaction de démarrer, de commencer. S'il n'y a pas cette étape, la réaction ne va pas commencer. Donc, ce qu'on appelle une réaction, une étape d'initiation. Et dans cette étape d'initiation, voilà la réaction qui aura lieu. La réaction qui aura lieu, c'est parce que, je reviens ici, hein, je reviens donc là, on travaille avec le Cl2. On travaille avec le Cl2. Donc le Cl2, c'est quoi Cl2? Hein, le Cl2, regardez le Cl2, pardon. Le Cl2, voilà le Cl et le Cl. C'est quoi comme molécule? C'est quoi comme molécule? Hein? Combien il y a de noyaux dans cette molécule? Non. La composition, de combien de noyaux elle est composée? Le noyau. Combien d'atomes? 2, mais de nature différente? Non, de même nature. Et si une molécule est composée de 2 noyaux de même nature, comment on l'appelle? Non, mais non, c'est pas la molécule simple. C'est une molécule? Hein, quelqu'un? Alors, molécule? Hein? J'ai entendu le mot. Non.
Homo? Non. C'est une molécule homonucléaire. Ça veut dire qu'elle est composée du même noyau. Il est composé du même noyau. Le noyau, c'est le sel. Alors, si nous avons une molécule homonucléaire, le nuage électronique, il est où? Donc, par rapport à la liaison. Ça, vous l'avez fait dans l'atomistique. Au milieu, très bien. Le nuage électronique, il est au milieu, le voici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas déplacé ni vers la droite, ni vers la... Quelle est la nature de la rupture qu'on peut faire? Hein? Hein? Deux? Très bien. Comment on appelle cette rupture? Très bien. Ça, on a vu en S3. On avait deux types de ruptures. On avait une rupture homolytique et nous avons hétérolytique. D'accord? Donc là, il s'agira d'une rupture homolytique. Pardon? Il s'agira d'une rupture homolytique qui va se faire en présence de H nu, donc ce qu'on va utiliser là comme en présence de H nu, on aura une rupture homolytique qui va donner de... Voilà. D'accord? Parce que tout simplement, on ne peut pas avoir une rupture hétérolytique. Parce que la liaison n'est pas, pardon, parce que la liaison n'est pas polarisée. Le nuage électronique, il est au centre. D'accord? Donc, comment dirais-je, la rupture ne peut pas être hétérolytique. Ça veut dire, parce que si la rupture elle est hétérolytique, ça va donner un nucléophile et ça va donner un électrophile. Par contre, pour la rupture homolytique, ça donne un radical. Très bien. Alors, donc, pardon. Voilà, donc l'étape d'initiation, ça sera la rupture homolytique. Ça sera la rupture homolytique de la molécule homonucléaire Cl2. Cl2, c'est une molécule homonucléaire parce qu'elle est composée d'un seul type de noyau qui est le noyau Cl. Donc, en présence de H nu, là, ça va donner de Cl point. Regardez les flèches, s'il vous plaît. Hein? Regardez les flèches ici. La flèche, ici, voilà, la flèche, pardon. La flèche, c'est une demi-flèche. Ça veut dire le déplacement d'un seul électron. Voilà. La flèche, c'est une demi-flèche. Ce n'est pas une flèche complète où on signale qu'il s'agit de deux électrons. Par contre, ici, c'est un seul électron qui est déplacé. D'accord? Donc, la première étape, je répète, c'est une étape d'initiation qui va servir au démarrage de la réaction. Et ce démarrage va se faire par la formation de Cl point. D'accord? Là, c'est la première étape du mécanisme. La deuxième, c'est une étape qu'on appelle l'étape de propagation. Ça veut dire la réaction va aller vers le produit qu'on cherche, parce que le produit qu'on cherche, c'est le chlorure d'alkyle, c'est le RCl. Et le RCl n'est pas encore là. Il y a uniquement l'initiateur qui est le Cl point. Alors, l'étape de propagation est la suivante. Donc, ce Cl point qu'on a formé va réagir avec l'alcane. Hein? Le Cl point qu'on a formé, le voici, le Cl point qu'on a formé va réagir avec le RH, avec l'alcane, pour former, donc regardez toujours, donc le chlore, le Cl point va donner un électron, le H point va donner un électron, qu'est-ce qu'on va former? HCl, très bien. Donc on va former le HCl et le R, qui est l'alkyle, parce que donc là, il y en a parmi vous qui n'étaient pas là, donc je reviendrai. Le R va récupérer son électron, qu'est-ce qu'on va former? Très bien, donc on va former le R point plus le HCl. C'est l'étape de propagation. Donc l'étape de propagation, il y a deux réactions.
Voilà la première. Donc la première, c'est l'action de Cl point sur l'alcane pour donner le R point plus le HCl. C'est quoi ce R point ici? C'est ce monsieur dont on a parlé ici. Hein? C'est le carbo radical. Parce que donc, bon, je ne sais pas, vous n'étiez pas tous ici, parce que je répète, je le rappelle pour une fois, lorsqu'il s'agit d'un R, c'est quoi le R en chimie organique? C'est très bien. Le R, c'est l'alkyle, qui peut être, exemple d'alkyle, ça peut être un CH3, ça peut être un CH2, un CH3, ça peut être un CH3, etc., etc. Donc, lorsque vous voyez le R en chimie organique, c'est un alkyle. Un alkyle, d'où vient l'alkyle? Il vient de l'alcane. Il vient de l'alcane en arrachant le H, tout simplement. Parce que le CH3, si on rajoute un H sur le CH3, qu'est-ce qu'on aura? On va obtenir le méthane. Si on rajoute un H sur le CH2, CH3, on aura l'éthane, etc., etc. Donc un alkyle, il est obtenu à partir d'un alkane en arrachant tout simplement un H. Donc là, si vous voyez le R en chimie organique, c'est un alkyle. C'est un alkyle, d'accord? Donc je reviens vers comment dirais-je? Donc là, le R, bon, c'est en général, donc on ne peut pas écrire tous les alkyles, donc on les mentionne par le R. Donc la réaction de l'alcane, je répète, avec le Cl point, va donner le R point plus le HECl. Ok, ça va donner le R point plus le HCl. Donc c'est la première réaction, parce que dans cette étape, il y en a deux réactions. La deuxième réaction, c'est la suivante. C'est l'action de R point, parce que dans le milieu, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu? Il y a le R point, il y a le chlore, parce que là, on travaille avec du chlore. Ce chlore-là n'est pas totalement dissocié en Cl point. Il y a une quantité du chlore qui reste dans le milieu. Et donc, ce chlore qui reste dans le milieu va réagir avec le R point pour donner, très bien, ça va donner le RCl, voici, plus le Cl point. D'accord? Et la réaction va continuer. Le Cl point à nouveau va réagir avec le RH pour donner le RCl, Cl point, etc., etc. D'accord? Donc la première étape, c'est une étape d'initiation, parce que s'il n'y a pas ce Cl point dans le milieu, la réaction ne peut pas marcher, n'aura pas lieu. Et donc pour l'initier, pour la faire démarrer, il faut créer ce Cl point. Et ce Cl point, il est créé en chauffant le Cl2 avec de l'UV, avec de HNu. Le HNu, c'est de la lumière UV. Et donc ça donne le Cl point, et c'est un initiateur qui va servir à la réaction de démarrer. Et donc, pour chaque début, il y a une fin. Pour chaque début, il y a une fin. Donc la réaction commence par là, il passe par l'étape de propagation. À un moment, il faut qu'il s'arrête. Ce qu'on appelle l'étape de terminaison. Donc la dernière étape, c'est l'étape de terminaison. Dans cette étape de terminaison, toutes les réactions possibles, toutes les réactions peuvent avoir lieu. Dans le milieu réactionnel, qu'est-ce que nous avons comme radical? Très bien. Parce que ce qui se passe, c'est ça. Donc j'ai mon ballon. J'ai mon ballon. Je mets mon RH et je rajoute mon Cl2, pardon. Et qu'est-ce que je fais? Je chauffe avec HNu. Donc, dans ce ballon, dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce ballon? Qu'est-ce qu'on a formé? On a formé le RCl, quoi d'autre? HCl, très bien. Quoi d'autre? Très bien, il y a le R point, il y a le Cl point. Dans ce ballon, voilà ce que nous avons. On a tout ça. On a le HCl, on a le RCl, on a le R point, on a le Cl point. Et donc,
pour le mécanisme, je répète, on a vu donc l'étape d'initiation, c'est elle qui donne le CL point. On a vu l'étape de propagation, ça donne le RCL et le CL point. Et donc, il faut que la réaction s'arrête. Quand est-ce que la réaction sera arrêtée? La réaction sera arrêtée quand il n'y a plus de radical. La réaction va s'arrêter lorsqu'il n'y a plus de radical. Et donc, pour avoir cet arrêt-là, il faut que, je répète, le CL point et le R point disparaissent. Et donc, ils vont disparaître dans la dernière étape, ce qu'on appelle l'étape de terminaison. Et cette étape de terminaison, on aura toutes les réactions possibles entre les radicales. Combien on a de radicales dans le milieu? On a le R point et on a le... Donc, combien de réactions on aura entre les deux? Deux, qu'ils sont? Ben, on va arriver à la troisième. Quels sont les trois? On aura toutes les combinaisons. On aura R point, CL point, CL point, R point, CL point. D'accord? Donc, la réaction sera terminée par la combinaison des radicaux entre eux. Toutes les combinaisons possibles. On a deux radicaux, on aura trois réactions. On aura la première entre le CL point qui va donner le CL2. On aura la deuxième entre le R point qui va donner le RR. Et on aura une dernière entre le R point et le CL point. Et la réaction va s'arrêter. Parce que je répète, après chaque début, il y aura une fin. C'est la fin de la réaction. Donc la fin de la réaction sera terminée. Donc sera, comment dirais-je, le résultat, ça sera la combinaison entre les deux radicaux qui vont donner lieu à trois réactions possibles entre le CL point, entre les carboradicaux et entre le carboradical et le CL point, ce qu'on appelle l'étape de terminaison. D'accord? Donc, pour ce mécanisme, donc, je répète, retenez qu'il s'agit de trois étapes, une étape d'initiation, une étape de propagation et une étape de terminaison qui est le résultat des réactions entre les deux types de radicaux qui sont dans le milieu, c'est le CL point et le R point. On va faire cette remarque, s'il vous plaît. Alors, donc, parce que là, quand j'ai parlé de la réaction, donc là, donc c'est le H nu, le voici, donc il est là, là, d'accord. Donc ce H nu, c'est lui qu'on a utilisé pour faire la rupture homolytique de CL point. Alors la remarque que j'aimerais bien vous faire, c'est celle-là. Notez que l'initiation, ça peut être faite avec un autre réactif autre que le CL2. Ce qu'on appelle le peroxyde. Donc l'étape d'initiation dont on a parlé tout à l'heure peut être faite avec le peroxyde, le ROR. Donc cette molécule aussi, regardez-la bien, d'accord? Regardez bien cette molécule. Donc je vais l'écrire sur le tableau. ROR, donc je ne sais pas, donc un R, donc en général. Donc un R, O, R. Regardez cette molécule, elle est comment du point de vue symétrie? C'est une molécule symétrique. On a le R ici, à droite, on a le R à gauche, on a le O, on a le O. C'est une molécule qui est, le nuage électronique, il sera où? Au milieu, comme le CL2. Parce que la liaison n'est pas polarisée. D'accord? Donc là, j'aurai le nuage électronique, je l'aurai au milieu. C'est comme le CL2. Et par conséquent, donc là, si je le chauffe, qu'est-ce que j'aurai? Une rupture homolytique ou bien une rupture hétérolytique? J'aurai une rupture homolytique parce que la molécule, elle est symétrique. La liaison n'est pas polarisée. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais former. Très bien. J'aurai la formation de D, R, O. Très bien. D'accord? Donc, parce que je répète, on peut utiliser ce qu'on appelle le peroxyde. On peut utiliser ce peroxyde dans l'étape d'initiation. On peut utiliser ce peroxyde dans l'étape d'initiation. Et donc, la réaction d'initiation, l'étape d'initiation commence par la rupture homolytique du peroxyde pour donner de R point. Et c'est ce R au point, donc là c'est l'étape
Là, c'est l'étape. C'est quelle étape? C'est quelle étape? Comment l'appeler? Très bien, c'est l'étape d'initiation. C'est l'étape d'initiation dans le cas où on utilise le peroxyde. Donc l'étape d'initiation lorsqu'on utilise le peroxyde, ça commence par la rupture homolytique de R, du peroxyde pour donner de R au point. Il y aura une deuxième réaction. La deuxième réaction, c'est celle-là. C'est le R point qui va réagir avec quoi, à votre avis? Hein? Ça va réagir avec quoi? Ça va réagir avec le Cl2, parce que la réaction, c'est celle-là. La réaction, c'est celle-là. C'est le RH, ok, plus Cl2 en présence de ROOR chaleur. Voilà la réaction. Les réactifs, on a rajouté un deuxième réactif qui est le peroxyde. D'accord? Donc la réaction, c'est le RH plus le Cl2, en présence de ROR delta. Alors, donc le ROR en présence de la chaleur, c'est lui qui se rend en premier lieu pour donner de R point, la deuxième réaction à votre avis. Ça sera le R point qui va réagir avec le... Très bien. Pour donner... Voilà. Donc on a deux électrons ici. Donc un va aller vers le R point, donc celui... Pardon. D'accord? Et qu'est-ce que je vais former? Je vais former ROCl plus... Très bien. Voilà mon initiateur. C'est celui-là. D'accord? Et donc, l'étape d'initiation, c'est là. Et l'étape, donc là, la réaction va continuer par l'étape 2. Voilà, qui sera identique à ce qu'on vient de voir. La différence ici, c'est dans l'étape d'initiation. OK? L'étape de propagation. L'étape de propagation, ça sera le RH qui va réagir avec le Cl point pour donner HCl plus R point et le R point qui va réagir avec Cl pour donner RCl plus Cl point. Évidemment, bon, je ne vais pas faire l'étape de propagation, donc de terminaison, parce que donc on a l'étape d'initiation, l'étape de propagation, et donc la troisième étape, ça sera l'étape de terminaison. L'étape de terminaison, hein, l'étape de terminaison, ça sera donc Cl point. C'est identique, hein? Donc c'est identique à ce qu'on a vu tout à l'heure, RR, pardon, RR, et donc à la fin, donc là j'aurai R point, Cl point, plus Cl point, ça va donner, non, R, C, L. Donc je répète, l'étape d'initiation peut être faite en utilisant les peroxydes au lieu de la lumière polarisée. D'accord? Donc voilà le mécanisme, je répète, c'est le même. La différence est dans l'étape d'initiation. On aura tout d'abord la rupture homolytique du peroxyde, ensuite la formation de l'initiateur par action de R point sur le Cl point pour donner le ROCl et le Cl. OK? Très bien, donc c'est cette remarque que je vais faire. Hein? Donc notez que je répète que cette réaction d'initiation, cette étape d'initiation, peut être faite par le peroxyde qui va subir une rupture homolytique comme le Cl2. Très bien. Alors, très bien, on va parler de cette régiosélectivité. Donc c'est un mot que vous allez entendre pour la première fois. Régiosélectivité. Regardez ce mot, il est composé de quoi? Il est composé d'un préfixe, hein, qui est régio. Et ce mot régio, ce préfixe régio, ça fait entendre la région. Ça fait entendre quelque chose qu'on connaissait, la région. Donc là, on a une régiosélectivité. Donc la sélectivité, donc on va parler de ça. Alors, c'est quoi ce mot régiosélectivité? S'il vous plaît, parce que dans les alcanes, il n'y a pas que le méthane. Hein? Dans les alcanes, le plus petit, c'est le méthane. Mais on a avec des C2, des C3, des C4, des C5, des C6. Alors, dans le cas là, donc une fois on dépasse
on dépasse 3 carbones. Une fois on dépasse 3 carbones, parce que donc, voilà, donc je reviens sur mon tableau. Donc, je prends le méthane, pardon, je prends le méthane, je prends l'éthane, je prends le propane. Donc, j'ai dit à partir de là, à partir de 3 carbones, je vais commencer à parler de régions. Regardons les 3 molécules. Le méthane, l'éthane et le... Très bien. Alors, regardons, pour le méthane, combien y a-t-il de carbone? Un seul. Ça veut dire qu'il y a une région. Hein? Il y a une seule position. C'est ce carbone ici. Pour l'éthane, regardez bien. Pourquoi 2? Hein? On a 2 carbones. Mais si je les compare, comment ils sont? Hein? Ils sont identiques. Ça veut dire quoi? J'ai une seule région. Ce carbone, non, j'ai 2 carbones. C'est vrai, j'ai 2 carbones. Mais ils sont identiques parce que la molécule, elle est symétrique. Ce carbone, il est le même que ce carbone. Ça veut dire j'ai une seule région. Le propane, combien? J'ai 2 régions. J'ai ce CH3, bon, je le mets en couleur. Ce carbone, il est identique à quoi? À l'autre. Le carbone à droite, il est identique au carbone à gauche. Mais le carbone central, il est comment? Il est différent. Le carbone central, il est différent. Parce que tout simplement, les carbones verts portent 3 H, n'est-ce pas? C'est quel carbone ici? Qu'appelle-t-on ce carbone? Là, c'est quelque chose que vous avez vu en S3. Pardon, oui, en S3. Pardon, je mets Et je répète, bon, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit à l'autre groupe de votre section. Là, on aura besoin de ce que vous avez vu en S3. Hein? Si vous ne connaissez pas ce que vous avez vu en S3, vous ne pouvez pas réussir le S4, vous ne pouvez pas réussir le S5 et vous ne pouvez pas réussir votre parcours en chimie organique. La nature du carbone vert, c'est un carbone? Très bien. Le carbone vert, c'est un carbone primaire. Très très bien. Là, c'est un carbone. C'est quoi un carbone primaire? Très bien. Un carbone primaire, regardez ce carbone primaire. Il est lié à combien de carbone? Un seul carbone. Donc d'où on l'appelle un carbone primaire. Et le carbone rouge? Secondaire. Très bien. Le carbone rouge, c'est un carbone secondaire parce que tout simplement, il est lié à 2 carbones. Donc ce sont des choses que vous avez vues en S3, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, je répète, à partir de ces 3, on va commencer à parler de régions. À partir de ces 3, on va commencer à parler de régions. Parce que si vous regardez le propane, regardez, j'ai 2 régions. J'ai une région verte et j'ai une région rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends ma molécule, qui est celle-là, je fais Cl2H nu. Si je prends le propane, et je fais Cl2H nu. Qu'est-ce que j'aurai comme réaction? Donc c'est une réaction, nous avons dit, dans laquelle on va remplacer un H par un Cl. C'est une réaction de substitution radicalaire. Combien j'aurai de produits? 2, 3, 1? Non, pourquoi un seul? Non, regardez, là, j'ai 2 carbones, 2 types de carbone. J'ai un carbone vert, primaire, et un carbone. Combien de produits j'aurai?
2. J'aurai, alors donc permettez-moi d'aller en écriture simplifiée, parce que donc avec cette écriture développée, je prends beaucoup de temps. Donc là, j'aurai 2 produits. J'aurai celui-là plus l'autre. Alors, donc j'utilise la couleur, le vert. Donc là, j'aurai celui-là et j'aurai celui-là. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? D'accord? Donc, soit je remplace l'hydrogène du carbone secondaire, soit je remplace l'hydrogène du carbone primaire. Pour le carbone primaire, je remplace l'hydrogène droit ou les hydrogènes du carbone gauche, je tombe sur la même molécule. Je tombe sur la même molécule. Donc là, j'aurai un premier produit qui va résulter de la substitution de l'hydrogène de He primaire, qu'il soit droit, qu'il soit gauche ou qu'il soit droit. Le deuxième produit sera la substitution de H du carbone secondaire. J'ai un seul carbone secondaire. Okay? Donc, dans ce cas-là, j'aurai 2 produits. Si vous avez bien compris, vous allez répondre à ma question. Si je prends le méthane, je fais Cl2, combien de produits j'aurai? Un seul produit. J'aurai un seul produit qui est le suivant. Hein, j'aurai celui-là, donc en écriture simplifiée toujours, hein, c'est celui-là. Je mets le chlore à droite ou à gauche, c'est le même produit, c'est la même molécule. Si vous avez bien compris, si je prends le méthane, c'est L2H-, combien j'aurai de produits? Un seul produit. J'aurai, le produit que j'aurai un CH3, Cl. Donc regardez, pour un carbone, j'ai un seul produit. Ça veut dire j'ai une seule région. Pour les 2 carbones, j'ai un seul produit. J'ai une seule région. Pour, à partir du 3, là, j'ai 2. Donc si j'ai 4, j'aurai plus. Si j'ai 5 carbones, j'aurai plus, etc. Donc à partir de 3, je peux parler de 2 régions. Je vais parler de 2 régions. Et donc là, c'est quoi la sélectivité? La sélectivité, c'est le rendement. C'est le rendement du produit, je vais l'appeler le produit 1, parce que là, j'obtiens 2 produits. J'obtiens un produit 1 et j'obtiens un produit 2. Parce que dans les réactions en chimie organique, on parle de rendement. Hein? On parle d'un rendement, la quantité du produit qui se forme. Est-ce qu'on va avoir les mêmes quantités? On va voir. D'accord? Donc, vous allez faire ça en TP. Lorsque vous allez faire les réactions, pour chaque réaction, il faut calculer le rendement. Donc, il faut qu'on cherche le rendement du produit 1 et le rendement du produit 2. C'est sûr, ils ne seront pas le même rendement, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes carbones. Il s'agit d'un carbone secondaire et d'un carbone primaire. Et cette différence de rendement entre le 1 et le 2, c'est elle qu'on appelle la sélectivité. C'est elle qu'on appelle la sélectivité. La sélectivité, c'est la différence de rendement entre les produits qui se forment. C'est la différence entre les produits qui se forment. Et donc, si on va former le produit 1 majoritairement ou bien le produit 2 majoritairement, on va parler d'une régiosélectivité. Ça veut dire la réaction, il choisit la région 1 plus préférentiellement que la région 2. Donc on parlera de régiosélectivité. Ok? C'est clair? Donc à partir du carbone 3, je répète, on va parler de cette régiosélectivité. Hein? Donc dans le cas où l'alkane possède plusieurs types d'hydrogène, ça veut dire plusieurs types de carbone. D'accord? Là, dans ce cas-là, on va parler de régiosélectivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut avoir plusieurs produits qui vont se former.
Ça veut dire quoi? Il est possible de substituer n'importe quel hydrogène. D'accord? Donc, si nous avons plusieurs types d'hydrogène, je répète, là, la substitution de ces hydrogènes, il est possible, et d'ailleurs, c'est le cas. D'ailleurs, c'est le cas ici. Donc là, on a parlé d'un carbone secondaire. Hein? On a parlé d'un carbone secondaire. Ok, donc je cherche le rouge. Où est ce rouge-là? Donc, la même chose. Je parle d'un carbone secondaire, et là, je parlerai de quoi? D'un H. Comment? Secondaire. Très bien. Je parlerai d'un He secondaire parce qu'il est porté par le carbone. Et la même chose, je parlerai d'un He primaire parce qu'il est porté par un carbone. Non, pardon, ce n'est pas un radical. Un H primaire. Il nous reste quoi comme H? Combien y a-t-il de H à votre avis? On a dit le H primaire, il est porté par le carbone primaire. On a dit que le H secondaire, il est porté par le carbone secondaire. Il nous reste le troisième. C'est quoi? Tertiaire. Il nous reste le He. On ne l'a pas ici. On ne l'a pas ici parce que la molécule ne contient pas de carbone tertiaire. OK? La molécule ne contient pas de carbone. Pardon, où il est passé ce mec? OK? D'accord? Donc là, on parle de type. Donc si nous avons plusieurs types d'hydrogène, donc là, on peut faire cette réaction de substitution et donc on parlera de régiosélectivité. D'accord? Donc il est possible de substituer n'importe quel hydrogène. On va illustrer ça par un exemple. Donc voilà l'exemple, c'est l'exemple que je viens de traiter. Je prends celui-là. C'est le propane. N'est-ce pas? Donc en présence de Cl2, nous avons dit combien de produits on aura? On aura 2 produits, donc on a déjà fait ça. Voilà le premier, et voilà le deuxième. D'accord? On aura un premier produit dans lequel on fixe le chlore. Qu'est-ce qu'on a remplacé ici comme H? Oui, très bien. Donc on a remplacé le H, l'hydrogène primaire. Et là, on a remplacé l'hydrogène. Très très bien. OK. Bien. On va parler du rendement. Parce que je répète, en chimie organique, il y a toujours le rendement qu'on va calculer. Comme vous, à la fin de l'année, vous calculez un rendement. Combien de modules j'ai validé? C'est ça le rendement. S'il y a 0 module, c'est catastrophique. S'il s'agit de 6 modules, c'est 100%. Okay? Sauf qu'en chimie, il n'y a pas de rendement à 100%. Il n'y a pas de rendement à 100%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs expérimentales. Il y a des erreurs expérimentales, ça vous l'avez vu, lorsque vous avez fait les dosages. On vous a parlé des erreurs. Donc là, en chimie organique, il n'y a pas un rendement de 100%, c'est pas comme vous, il y a soit 6 modules sur 6, soit 0 sur 6. Très bien. Alors, avant de parler de ces rendements, parce que toujours il y a de la théorie, il y a de la réalité, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de théorique, il y a quelque chose de la réalité. Là, la théorie, c'est que je peux aller sur Mars. Mais la réalité, c'est que je peux. OK? La même chose ici. Donc là, on va commencer par déterminer les pourcentages théoriques. D'accord? On va commencer par déterminer les pourcentages théoriques. C'est quoi le pourcentage théorique? C'est très simple. Le pourcentage théorique, c'est le NI. Donc, c'est le pourcentage théorique d'un HI. Le I, le pourcentage théorique, je répète, d'un HI. Ce I, ça peut être quoi? Ça peut être primaire, ça peut être secondaire, ça peut être très très bien. OK? Le pourcentage théorique de HI, c'est quoi? C'est NI, c'est le nombre. Très bien, c'est NI. Bof, je ne sais pas comment je l'ai écrit ici. C'est NI, voilà. C'est NI sur, pardon,
tout simplement. Sur la somme des NJ fois 100. C'est très simple. Le pourcentage théorique, c'est ça. C'est théorique, mais c'est très loin de la réalité. Très bien. Je prends ma molécule. CH3, CH3, H, H. En présence, nous avons dit de Cl2, H nu, nous avons dit on va obtenir combien de produits? On va obtenir 2 produits. On va obtenir CH3, CH3, avec un Cl ici, plus un deuxième produit qui est Cl. OK? Et donc, celui-là, c'est le 1 ou le 2? Celui-là? C'est le 1? Le 1 ou le 2? C'est le 1. Ça, c'est le 1. Pardon. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Très bien. Donc, voilà la formule. La formule, je répète, c'est le NI sur sigma des NJ fois 100. Très bien. Donc là, on va faire l'application. Donc, on va chercher le rendement de 1. Le rendement du composé 1, théorique, hein, je répète, un rendement théorique, égal à combien? Combien nous avons de NI? Nous avons dit le NI, ça peut être primaire, secondaire, tertiaire. Dans la molécule, nous avons quoi? Nous avons le primaire et nous avons il n'y a pas le tertiaire. Le NI, dans notre cas, égal à combien? 6? Non, 6, le produit de départ. C'est le produit de départ. J'ai 6. J'ai 3 qui sont identiques. Donc, c'est 6 sur combien? Sur 8, que je multiplie par 100. D'accord? L'autre? Très bien, tout simplement. Le rendement théorique de 2, ça sera combien? 2 sur 6 fois sur 8 fois 100. OK? Voilà le rendement théorique. Donc le rendement théorique, c'est le NI, ça veut dire le nombre total. Donc si la molécule est symétrique, je prends ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. OK? Donc 3 plus 3, ça donne 6. Le nombre total, c'est 8 fois 100. Et la même chose pour le 2. C'est 2 sur 8 fois 100. C'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle le rendement théorique. Très bien. Je reviens sur la diapositive. Les voici. Donc le I, je répète, ça signifie le type d'hydrogène, qui peut être soit primaire, soit secondaire, soit tertiaire. OK? En appliquant la formule, dans notre cas, le nombre de primaires, c'est 6. C'est H3 à droite, c'est H3 à gauche. Ça donne 6 primaires. Avec 2 H au milieu qui sont des H secondaires. La totalité, ça donne 8. Et donc, en appliquant la règle, on va avoir ces pourcentages. Donc, pour le premier, ça veut dire pour le premier produit, ça veut dire l'halogénure d'alkyle primaire, parce que là, on va parler d'halogénure d'alkyle primaire, on va parler d'halogénure d'alkyle secondaire. Ça veut dire le chlore ici, il est porté par un carbone primaire. Là, le chlore, il est porté par un carbone. On parlera de ça dans le chapitre 3 ou je ne sais pas, le chapitre 4. OK? Donc, le pourcentage théorique du produit 1, c'est 75%. Et donc, le reste, ça sera celui du produit 2. Ça sera 25%. C'est clair? Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. OK? Donc, les pourcentages théoriques, 75, 25. La totalité, ça donne 100%. Dans la théorie, le 100%, ça existe, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Très bien. Alors, donc, voilà les pourcentages théoriques, mais donc, parce que je répète toujours, il y a de la théorie, donc on fait de la théorie avant qu'on fait de la pratique, mais lorsqu'on a fait la réaction, expérimentalement, on n'a pas trouvé ça. Lorsque la réaction a été faite sur la paillasse,
Sur le propane, on n'a pas trouvé 75, on n'a pas trouvé 25. Ce que nous avons trouvé, voilà. Expérimentalement, on a trouvé le pourcentage de 1, c'est 43. Expérimental, ça c'est le pourcentage, c'est le rendement expérimental. Le rendement expérimental de 2, c'est inversé. Tout à l'heure, on a obtenu le premier, c'est le majoritaire, et dans le deuxième, c'est le minoritaire. Alors que là, regardez, le majoritaire, c'est le 2, et le minoritaire, c'est le 1. OK? Donc, là, il y a une différence entre ce qui est théorique et ce qui est expérimental. Il faut l'expliquer. Il faut expliquer d'où vient cette différence. D'où vient-il? C'est quelqu'un a une idée? Parce que regardez, lorsqu'on a fait le calcul des rendements théoriques, pardon s'il te plaît, donc il ne faut pas revoir là. Lorsqu'on a fait le calcul des rendements théoriques, sur quoi on s'est basé? Et là, j'attends maintenant. Pour faire le calcul du pourcentage théorique. Hein? On s'est basé uniquement sur quoi? Le n. C'est quoi le n? Non, le nombre. C'est pas le type. Lorsqu'on a fait le calcul du pourcentage théorique, on s'est basé uniquement sur le nombre. Ok? Comme la probabilité. Par exemple, là, combien j'ai d'hydrogène au total? 8. J'ai 8 hydrogènes. Je les ai dans ma poche. Ils sont dans ma poche. N'est-ce pas? Combien j'ai dans la poche? 8. Combien de primaires? Combien de secondaires? 2. Si je mets ma main dans ma poche, quelle est la chance de tirer le secondaire? C'est clair? Dans ma poche, j'ai 2 hydrogènes secondaires et 6 hydrogènes primaires. Si je mets ma main dans ma poche, quelle est la chance d'avoir le secondaire? C'est 2 sur 8. D'accord? Donc si je mets ma main dans ma poche, je peux tirer l'hydrogène secondaire 2 sur 8. Ça veut dire la chance d'avoir l'hydrogène secondaire, il est très petit, parce qu'ils sont de 2. Par contre, les hydrogènes primaires, ils sont nombreux. Ils sont 6. Donc si je mets ma main dans ma poche, la chance de rencontrer un H primaire, elle est plus grande que celle de rencontrer un He secondaire. Donc là, c'est question de probabilité. Donc pour avoir le rendement théorique, on s'est basé uniquement sur le nombre, pas le type. Ok? Donc là, c'est là où on va justifier cette différence. Donc pour justifier la différence, donc les pourcentages expérimentaux sont différents des pourcentages théoriques. Tout le monde voit ici. Voilà sur le tableau. Donc là, pour expliquer ça, ça vient de là. Donc les pourcentages, parce que, regardez, on a dit que les pourcentages théoriques, sur quoi on s'est basé? Sur le nombre. Donc les pourcentages théoriques, ils ne se basent pas uniquement sur le nombre. Parce que si les pourcentages expérimentaux se basent uniquement sur le nombre, on va trouver la même chose. Or, on ne trouve pas la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pourcentages expérimentaux ne tiennent pas compte du nombre. Il contient le nombre et le type. Parce qu'on a 2 types ici. On a des H primaires et on a des H secondaires. Donc, pardon, où j'étais là? Hein, ici? Et voilà. D'accord? Donc, je répète, donc là, les pourcentages expérimentaux, ils tiennent compte de 2 facteurs. Le premier, c'est le nombre. Le deuxième, c'est le type. Est-ce que le H, il est primaire? Est-ce qu'il est secondaire? Ou bien est-ce qu'il est tertiaire? Parce que je répète, si le pourcentage expérimental ne tient pas compte du type, on va trouver le même pourcentage que le théorique. Or, là, je répète, expérimentalement, là,
on a l'inverse. Le produit majoritaire, c'est le 2, le produit minoritaire, c'est le 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tient pas uniquement du nombre, mais on tient compte du nombre et de type d'hydrogène. D'accord? Voilà. Mais aussi de la réactivité de chaque hydrogène. Donc le pourcentage expérimental prend en considération deux facteurs, le nombre et la nature. Est-ce qu'on a un H primaire? Est-ce qu'on a un H secondaire? Est-ce qu'on a un H tertiaire? Par contre, pour le pourcentage théorique, on tient compte uniquement du nombre. Ça veut dire, le nombre d'hydrogène le plus grand, c'est lui qui aura le rendement le plus grand. Le nombre d'hydrogène le plus faible, c'est lui qui aura le rendement le plus faible. C'est clair? Très bien. Donc là, on va parler de cette réactivité, on va parler de la réactivité de chaque type d'hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les H primaires que vous avez là, les H secondaires, les H tertiaires n'ont pas la même réactivité. Chacun réagit d'une façon différente de l'autre. Chacun réagit d'une façon différente de l'autre. Alors, et donc là, on va aller chercher ce qu'on appelle la vitesse de substitution des hydrogènes primaires, secondaires et tertiaires. Très bien. D'accord? Alors, donc la réaction, parce que si vous vous rappelez du mécanisme, hein, donc tout à l'heure on a fait le mécanisme. On a vu que le mécanisme se fait en 3 étapes. L'initiation, dans la propagation, qu'est-ce qu'on forme dans la propagation? On forme le carbo radical. Dans l'étape de propagation, on forme le carbo radical. Et le voici. Combien il y a de types de carbo radical en chimie organique? Hein? Combien il y a de types de carbone en chimie organique? Hein? Combien? On a vu ça, on vient de le voir. On a le carbone primaire, on a le carbone tertiaire, on a le carbone quaternaire. Et donc, combien on aura de carboradicaux? Non, pas 4, 3. Il n'y a pas de 4. Ah, ok. Il n'y a pas de 4. On a nous avons, ça vous l'avez vu en S3. On a 3 types de carboradicaux. On a un carboradical, comment? Primaire. Le voici. R, CH2, point. On a un carboradical, comment? Secondaire. C'est R, C, H, point, R. Et on a un carboradical tertiaire. C'est R, C, R, R, point. C'est bien ça? Ça, vous l'avez vu en S3? Qui est le plus stable? Avant de parler de stabilité, avant de parler de la stabilité, il faut voir le carboradical, parce qu'en chimie organique, on a dit, il y a des entités qui sont pauvres, il y a des entités qui sont riches en électrons. Les carboradicaux, sont-ils pauvres ou riches? Pauvres. Pourquoi? Parce que pour ce carbone, il y a un seul, il possède un électron célibataire. Il lui faudra combien? Non, il lui faudra un deuxième pour que la couche de valence soit remplie, pour que la règle de l'octet soit respectée. Donc là, ce sont des entités, là on est en présence d'entités pauvres.
en électrons. Parce que je répète là, il faut un deuxième électron pour que la règle de l'octet soit satisfaite pour le carbone. Et par conséquent, quelle est la stabilité? Très bien, parce que donc là, ils sont pauvres. Et donc pour les stabiliser, il faut leur donner. Hein? Ce sont des entités qui sont pauvres, donc là, il faut leur donner. Ça veut dire qu'il faut les stabiliser par les effets donneurs, pas des effets électro-attracteurs. Finalement, où il est le plus stable? Très bien. La stabilité, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Stabilité augmente ou diminue? Augmente. La stabilité augmente. Donc, un carboradical tertiaire, il est plus stable qu'un carboradical secondaire, il est plus stable qu'un carboradical primaire. C'est de là où ça va venir, comment dirais-je, la vitesse de substitution des hydrogènes primaire, secondaire et tertiaire. OK? Donc, je reviens sur ma diapositive. Alors, donc, cette réaction, je répète, on va passer par les intermédiaires du carboradical. Ce carboradical qui peut être primaire, qui peut être secondaire et qui peut être tertiaire. Donc, dans la stabilité, il est différent. Le carboradical primaire, c'est le moins stable, suivi du carboradical secondaire, et le plus stable, ça sera le carboradical tertiaire. Et cette stabilité, je répète, comme vous avez dit, elle est due à l'effet donneur, parce que là, vous l'avez vu en S3, que les groupements alkyles, les alkyles, quelle est la nature de l'effet qu'exercent les alkyles? Les alkyles exercent un effet donneur plus I. Donc là, vous avez un seul, là, vous avez deux, et là, vous avez trois. Vous avez vu en S3 que les effets inductifs sont additifs. D'accord? Donc là, vous avez trois effets, là, vous avez deux, là, vous avez un, d'où la stabilité du carboradical tertiaire. OK? Très bien. D'accord? Donc ces effets donneurs, je répète, vont nous permettre d'établir cette stabilité et voilà le résultat. Le résultat, c'est l'ordre de réactivité, ça veut dire le H tertiaire, donc parce que ce H tertiaire, quel est le carboradical qu'il va donner? Il va donner un carboradical tertiaire. Le H secondaire va donner un carboradical secondaire. Le H primaire va donner un carboradical primaire. Et donc, le carboradical tertiaire, nous avons dit, il est plus stable que le secondaire, plus stable que le tertiaire. D'où, je répète, la réactivité du H tertiaire sera plus grande que celle du H secondaire, sera plus grande que celle du H primaire. OK? D'accord? Alors, on va aller pour chercher ces vitesses, parce que chaque type d'hydrogène, qu'il soit tertiaire, qu'il soit secondaire, qu'il soit primaire, il a une vitesse par laquelle il réagit. D'accord? Donc, un réagit plus vite que l'autre, ou bien l'inverse. L'un réagit moins rapide que l'autre. Donc, on va aller, donc on est toujours dans le même exemple, dans le cas du propane. Donc, on va déterminer ces vitesses relatives de substitution. Voilà la formule qui va nous permettre de déterminer ces vitesses de substitution relative. Donc, voilà, donc on va revenir toujours sur le nombre. Donc, soit le N1, N2, le nombre d'hydrogène primaire et secondaire. Donc, Ni, on a dit tout à l'heure Ni, c'est le nombre d'hydrogène. Dans le cas de primaire, c'est 1. Dans le cas de secondaire, c'est 2. Très bien. Ensuite, on va établir V1 et V2. On va parler de V1 et V2. V1, c'est la vitesse par laquelle on substitue l'hydrogène primaire. V2, la vitesse relative de substitution de l'hydrogène secondaire. Donc on a N1, N2, V1, V2. Parce que là, on est en train de parler du pourcentage expérimental. On a dit que le pourcentage expérimental prend en considération le nombre et le type. Le type, c'est V1 ou bien V2. Tout à l'heure, dans le pourcentage théorique, on n'a pas parlé de type. On a parlé uniquement du nombre. Par contre, là, on va parler, je répète,
du type. Donc N1, N2, le nombre, V1 et V2, leur vitesse. La formule, la voici. Donc, un pourcentage expérimental d'un hydrogène primaire, ou bien d'un hydrogène secondaire, ou bien d'un hydrogène tertiaire, il est donné par la formule suivante. Le pourcentage expérimental d'un HI, c'est quoi? NI, ça veut dire le nombre, fois VI. VI, c'est sa vitesse. Si c'est primaire, ça sera V1. Si c'est secondaire, ça sera V2. Si c'est tertiaire, ça sera V3. D'accord? Donc, c'est NI VI sur la somme de NIJ VJ fois 100. La différence, c'est quoi entre le théorique? C'est que tout à l'heure, on n'a pas utilisé les V. On n'a pas utilisé les vitesses. On a utilisé uniquement NI sur sigma de NJ. Par contre, pour l'expérimental, là, il faut tenir compte du type. Est-ce que c'est un H primaire, ou bien c'est un H secondaire, ou bien c'est un H tertiaire? C'est clair? Très bien. Alors, donc on va appliquer ça pour aller chercher les vitesses. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les vitesses. Hein? Bon, il faut bien se concentrer. On cherche les vitesses. Je vais aller sur la diapositive. Sur le tableau, pardon. OK? Bon, c'est pas sûr. Je reviens là. Bien. Ici. Très bien. D'accord? Donc là, je répète, là, on est toujours sur cette molécule. On est toujours sur cette molécule. On a 2 hydrogènes primaires et on a 6 hydrogènes tertiaires. Bon, j'ai pas de place, il faut que j'aille sur une autre diapositive. Alors, donc là, je reprends ma molécule ici. Donc là, j'ai CH3, CH3, H. OK? Alors, si je vous demande le pourcentage expérimental du produit 1 égal à combien? Appliquez la formule. Nous avons dit c'est le NI VI, n'est-ce pas? C'est quoi NI? 6, très bien. 6 fois VI, c'est quoi VI? V1, très très bien. Sur, bon on va l'appliquer pour une fois, sur 6 fois V1 plus 2 fois V2 fois ça. Pardon, fois 100, pardon. On connaît la valeur de pourcentage, n'est-ce pas? Combien? 43. Très très bien. On connaît le pourcentage, c'est 43. Parce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche les vitesses. On connaît le nombre, on connaît le pourcentage, donc on va aller chercher les vitesses. Le pourcentage expérimental de 2 égale 2 fois V2 sur 6 fois V1 plus 2 fois V2. Le taux, on va le multiplier par 100. D'accord? Donc là, le problème sera résolu. On a 2 équations, on a 2 inconnus, donc là, on peut aller chercher sans problème le V1 et le V2. C'est clair? Très bien. Alors, donc, je ne vais pas détailler beaucoup, donc le détail, il est là. Très bien. Donc, là, bof, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, parce que regardez, donc, voilà, donc on a ici un N1, V1 fois K. C'est quoi le K? Très bien. Le K, c'est ça. Le K, c'est ça. C'est ça le K. Parce que regardez, 6V1 plus 2 fois V2 fois 100, on le retrouve ici, n'est-ce pas? Voilà. On a le 1 sur K, je ne sais pas, il met le K, on a le 1 sur K. OK? D'accord? Et donc, là, je reviens sur ma vidéoprojecteur. Donc, j'aurai N1, V1 fois K égale à 43. Le pourcentage expérimental de 2, ça sera N2, V2 fois K égale 57. Et donc, là, on va faire un rapport
on va faire un rapport, donc on va prendre 43 sur 57 égale N1 V1 sur N2 V2 qui est égal N1, on connaît le N1 c'est 6, on connaît le N2 c'est 2, et donc c'est 3 V1 sur V2. Et donc, après tout calcul fait, on sort à quelle heure? Hein? Ok? Donc, après tout calcul fait, donc là, vous allez trouver, regardez, on va trouver V2 égale 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire V2, bon, on ne va pas trouver une valeur, hein. Donc, ça veut dire V2, il réagit très bien. Donc là, après tout calcul fait, après calcul, là on va trouver V2 égale 4 V1. C'est-à-dire quoi? V2 réagit très bien 4 fois plus que V1. C'est ça l'explication de cette relation. V2 égale à 4 V1 signifie que l'hydrogène secondaire réagit 4 fois plus rapidement que V1. Parce que si vous donnez à V1, par exemple, V1 égale à 1, V2 ça sera égal à combien? 4. Donc si V1 égale à 1, V2 sera égal à 4. Regardez, donc V2, ça veut dire l'hydrogène secondaire réagit 4 fois plus rapidement que l'hydrogène primaire. C'est de là où vient la différence du pourcentage expérimental du pourcentage théorique. Donc l'hydrogène secondaire, je répète, il est là. Hein, donc, bon, c'est pas V2. C'est pas V2 qu'il faut écrire. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Hein? C'est pas V2. H. Il faut écrire H. H2 secondaire réagit plus vite que H primaire. C'est pas V. C'est pas V. Ok? C'est pas V. Ok? Donc, le H secondaire réagit plus vite que le H primaire. Donc, si V1 égale à 1, je répète, V2 sera égal à 4. Pourquoi ça? Hein? Pourquoi tout ça? Alors, pourquoi ça? Pour la simple raison. Regardez. Bien, donc ça c'est clair. Donc, j'irai vers une autre page. Bien. Alors, je vais prendre les H verts ici. H. Évidemment, donc c'est H3 ici. Ok? Bien, si je fais le mécanisme, donc le carboradical qu'on va former, c'est celui-là. Donc si je fais le mécanisme, dans l'étape de propagation, j'aurai la formation de ce carboradical, n'est-ce pas? Si je prends l'autre, donc là, je n'ai pas le temps de faire donc, le mécanisme pour les deux. Donc, si je prends l'autre, ça va donner quel carboradical? Très bien. Ça va donner le carboradical secondaire. Quel est le plus stable? Voilà. Ok. Donc, de point de vue stabilité, ce carboradical, là c'est la stabilité, le carboradical, donc là c'est un carboradical, si vous voulez, donc c'est un C point secondaire, et là c'est un C point primaire. De point de vue stabilité, le C point secondaire, il est plus stable que
ces points primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le milieu, dans le ballon, où il est le carboradical que je vais trouver en grande quantité? Non, c'est le plus stable. C'est le C2 point. Dans le ballon de la réaction, je trouverai le carboradical secondaire en grande quantité. Et par conséquent, c'est lui qui va donner le pourcentage le plus grand en halogénure, en RCN. D'accord? Donc c'est de là d'où vient cette différence de réactivité entre l'hydrogène primaire et secondaire. Parce que je répète, du point de vue stabilité, le carboradical primaire il est moins stable que le carboradical secondaire. Et donc, celui qu'on va trouver, là, ça sera le majoritaire. Hein, là, ça sera le majoritaire. Et là, ça sera le minoritaire. C'est clair? Ok? C'est clair? Donc, le pourcentage expérimental n'a rien à voir avec le pourcentage théorique. Parce que dans le pourcentage théorique, je répète, on tient uniquement du nombre. Ok? Par contre, dans le pourcentage expérimental, on tient compte du nombre et de type. Est-ce que c'est un H primaire? Est-ce que c'est un H secondaire? Est-ce que c'est un H tertiaire? Ok? Très bien. J'enregistre. J'ai pris beaucoup de temps pour enregistrer.